Alain Wettstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Philippe Baudouin, pour les écrits radiophoniques de Walter Benjamin, traduit de l'allemand par Philippe Ivernel, chez Alia. Une angoisse indescriptible m'envahit et, immédiatement après, une résolution tumultueuse. Sauvons ce qui peut l'être encore. Vous êtes chargé de réalisation à la radio, Philippe Baudouin. Donc, vous faites de la radio après avoir fait des études de philo, comme quoi la philo mène à tout. C'est pas la première fois que vous venez au micro du jour au lendemain. En 2009, vous avez publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme un livre intitulé « Au microphone, Dr Walter Benjamin ». Walter Benjamin et la création radiophonique 1929-1933, dont vous êtes venu nous parler et qui était l'aboutissement d'un travail de recherche que vous aviez entamé à Montpellier, à l'université Paul Valéry, en 2005. Donc, une ancienne déjà familiarité avec l'aspect radiophonique du travail de Walter Benjamin. Oui, c'est ça. Effectivement, j'ai entamé ce travail de recherche autour des années 2007-2008. Je m'étais d'ailleurs rendu du côté des archives de la radio allemande qui sont situées à Francfort, où j'avais découvert un petit fragment d'une pièce radiophonique de Walter Benjamin, Charivari autour de Casperle, qu'on a souhaité traduire à nouveau avec Philippe Ivernel, proposer une nouvelle traduction en français dans le recueil écrit radiophonique. Et puis, c'était un désir que j'avais en philosophie d'entreprendre une étude sur l'écriture radiophonique, sur la parole radiophonique, et puis sur les potentialités d'expression artistique de ce médium. On peut se demander pourquoi, mais c'est vrai que les philosophes, d'une façon générale, en dehors du champ de la musique, se sont peu intéressés à la création radiophonique. Oui, c'est quelque chose d'assez surprenant et je crois que pour cette raison, Walter Benjamin fait figure d'exception. Alors, il y aurait d'autres noms à donner. Heidegger, par exemple. qui a fait une critique extrêmement virulente de la radio, comme un organe venant déshumaniser justement les rapports à cause de la technique, justement, et venir disloquer la parole. Il y a des écrits assez durs d'Heidegger sur cette question-là, mais d'autres penseurs, il y a, vous le connaissez bien, Rudolf Arnheim, avec ce texte de 36. Qui a été traduit en français. Qui a été traduit tout à fait en français par Lambert Barthélemy et Gilles Moutot, et qui avait été édité, publié au début des années 2000, si je me souviens bien, et qui fait partie, voilà, de ces philosophes théoriciens comme Brecht d'ailleurs, ou comme des gens plus tard comme Schaeffer ou Friedrich Kittler, qu'on connaît un petit peu moins ici en France, mais qui sont des théoriciens qui ont voulu un petit peu délibérément brouiller les pistes et essayer en philosophie, ou du moins en sciences humaines, de se confronter à cet objet-là, l'objet radiophonique. Donc, penser la radio sous le signe de l'art, ça serait le projet d'une approche esthétique, mais vous posez tout de même la bonne question. Dans quelle mesure la radio pourrait-elle recevoir le statut d'art? La radio telle qu'on l'entend, telle qu'on peut l'écouter, pas telle qu'on peut la rêver.
Ouais, c'est un problème extrêmement complexe. D'ailleurs, aujourd'hui, en 2014, je pense qu'on n'a pas réussi encore à répondre à cette question épineuse. Et en tout cas, s'il y a une possibilité d'approche esthétique de la radio, bien évidemment, il faudrait se demander, en amont de tout cela, dans quelle mesure il y aurait une possibilité d'expression artistique permise par ce médium. L'expérience que l'on fait tous les jours de la radio, c'est une écoute d'informations, de flux musical, mais très peu, trop peu, souvent, hormis des exceptions comme France Culture ou d'autres radios, où il est question de création, d'écriture, de nouvelles formes radiophoniques et d'une certaine manière de prise de risque, ou en tout cas de jeu avec les matériaux qui sont propres à la radio. On peut se demander si une émission de radio est une œuvre, par exemple. Et quel type d'œuvre, effectivement. Toute la difficulté est de se demander à partir de quel moment la diction apparemment reliée au discours journalistique peut se modifier, se transformer, ou en tout cas être apprivoisée d'une certaine manière pour une intention artistique. C'est toute la difficulté, et Benjamin a pris à bras-le-corps en fait cette question, cette problématique-là, a véritablement pris au sérieux cette dimension artistique de la radio. Et pas seulement en tant que penseur, puisque il avait lui-même une pratique de la radio, une pratique singulière. Alors oui, Benjamin commence en 1927. C'est grâce à son ami d'enfance Ernst Schoen, qui est à l'époque récemment nommé directeur des programmes artistiques de la radio de Francfort, qu'il peut faire ses premiers pas en studio. Et la première place qu'il occupe, c'est une place de chroniqueur littéraire. Et à cette époque-là, il est tout simplement question de proposer aux auditeurs de l'époque des comptes rendus d'œuvres littéraires, de contemporains, de proposer des bibliographies, des débats, des entretiens. Mais très rapidement, Benjamin se pose les bonnes questions et en tout cas choisit, à partir d'un constat qu'il fait de l'état de la radio au milieu des années 1920, ou plutôt à la fin des années 1920, il établit un constat assez dur d'ailleurs à l'égard de la radio. Il se demande dans quelle mesure on pourrait explorer un terrain à mi-chemin entre le divertissement, l'entertainment, le pur divertissement, et d'un autre côté, un contenu exigeant, à valeur culturelle importante. Et c'est dans ce terrain-là qu'il va choisir d'évoluer avec les formes radiophoniques qu'il va essayer de faire émerger. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pris la radio au sérieux, lui qui a eu un intérêt manifeste pour toutes les manifestations de la modernité. Mais malgré tout, dans un certain nombre de lettres, à propos de son travail à la radio, il parle de travail alimentaire. Voilà, très souvent, c'est un terme qui revient, notamment dans sa correspondance avec Gershom Scholem et Théodore Adorno. Il y a cet emploi de termes assez péjoratifs qui viendraient finalement nous inciter à considérer ces émissions comme des écrits mineurs. Et chez Benjamin, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'écrits mineurs. Il n'y a pas d'écrits mineurs chez Benjamin, et on trouve dans ne serait-ce que telle ou telle forme minuscule d'expression radiophonique, tel ou tel fragment. C'est dans le détail, justement, que se trouve la pensée de Benjamin. Benjamin, s'il emploie ces termes-là, c'est aussi parce qu'il est question d'une adresse bien particulière. Il s'adresse à Scholem, dont l'intention est notamment de faire apprendre à Benjamin l'hébreu, de le faire venir travailler en Palestine. Adorno, lui, a plutôt l'intention d'aider son ami Benjamin à se concentrer ou se reconcentrer sur le pur concept philosophique. Et sans être non plus trop schématique, je pense qu'il y a peut-être une certaine forme d'allégeance chez Benjamin dans ces quelques lettres-là. Il sait qu'il est tenu d'une certaine manière par Adorno ou par Scholem et qu'il doit il doit répondre à leurs attentes. Donc effectivement, c'est délibérément que Benjamin emploie ces termes. Mais on s'aperçoit que dans sa production radiophonique, entre 29 et 32, le moment où c'est plus important, le moment où il s'adresse aux enfants, aux adolescents, et puis de manière très ludique aussi aux adultes avec ses pièces radiophoniques expérimentales, ces Hörspiel, ces Funkspiele, ces jeux radiophoniques, on s'aperçoit qu'il y a une véritable inventivité chez lui et surtout un goût très impressionnant pour la radio. Vous imaginez Benjamin assis dans un studio à votre place, par exemple. Comment était-il Est-ce qu'on a des témoignages sur son comportement dans un studio de radio ?
Alors, les rares témoignages dont on dispose se trouvent de manière dispersée dans la correspondance. Effectivement, il est question de quelqu'un qui a beaucoup de distance avec l'utilisation qu'il fait de la radio. Un instrument à l'égard duquel il est extrêmement critique. Il sait pertinemment que l'état dans lequel se trouve la radio au début des années 1930 est désastreux, véritablement désastreux. On propose aux auditeurs soit des contenus exclusifs et du coup excluants, soit des discours niaiseux. On se contente de lire des histoires aux enfants sans réfléchir véritablement à la radio et à ce que peuvent être les exigences d'un véritable contenu radiophonique digne de ce nom. Donc il y a une démarche évidemment politique chez lui de reconsidérer l'auditeur, du coup, en reconsidérant la forme radiophonique. Mais effectivement, pour répondre à votre question, le témoignage très important qu'on a souhaité faire figurer et traduire du coup dans ce recueil, c'est celui de Wolf Zucker, avec qui il a travaillé surtout sur ses modèles radiophoniques, les Hörmodelle. Et Zucker dépeint une image de Benjamin assez éloignée du sympathisant communiste, ou en tout cas de quelqu'un véritablement imprégné comme ça d'une pratique d'inspiration marxiste. Non, Benjamin propose dans ces modèles radiophoniques-là, dans sa manière qu'il a de travailler et d'écrire, d'ailleurs la plupart du temps il dicte, il se contente de dicter à Wolf Zucker ses textes, alors en prétextant effectivement que ça lui permet de libérer sa pensée plus aisément, mais chez lui il y a une tentative de se démarquer en apparence, j'insiste bien là-dessus, en apparence de cette prétendue inspiration marxiste, mais en pratique, effectivement, on retrouve toujours chez lui une dénonciation du système capitaliste, a fortiori dans les années 20, qui sont des années durant lesquelles Benjamin a été influencé par la pensée communiste, la pensée marxiste. Je pense à sa relation avec Assia Lassis, qui a travaillé dans le domaine du théâtre d'enfants prolétariens, du côté d'Orel, en Russie. Et effectivement, ça a nourri sa pensée. Et du coup, ça vient nourrir sa pratique. Parler, écouter, bien sûr, on n'a pas de photo de Benjamin dans un studio. C'est dommage. Mais on a des témoignages sur Benjamin participant au club des débats des étudiants en 1913, par exemple. Et on note l'intensité de ses discours et en même temps le contraste avec sa façon de détourner son regard du public en fixant un détail du plafond. Oui, c'est ça. C'est Scholem qui rapporte ça dans son livre, effectivement, et sa correspondance avec Walter Benjamin. Il souligne le fait que c'était un très grand orateur, Benjamin. Un rhéteur au sens noble du terme, qui avait ce goût pour la parole vive, la parole publique, la prise de parole véritablement, qui, d'une certaine manière, préfigurait en fait ses prises de parole ultérieures au micro des radios de Berlin et de Francfort, et en même temps ce souhait d'abstraire en fait les auditeurs. C'est ça qui est très étrange en fait. Le public qui était venu écouter Benjamin en 1913, à cette occasion-là, Benjamin était encore assez jeune. C'était le cas des étudiants qui étaient venus également l'écouter. Il y avait comme une volonté de détourner le regard, comme pour faire presque l'expérience de ce que lui proposerait quelques années après la radio. La radio à cette époque-là, bien évidemment, n'existait pas encore. Elle fera son apparition au début des années 20. Mais il y a une sorte de préfiguration du dispositif radiophonique, ou en tout cas de la prise de parole radiophonique, oui. Et Adrienne Monnier témoigne que la parole était pour lui une chose importante qu'il soignait presque autant qu'une écriture. Et c'est peut-être pour ça, je pense, que lorsque Wolf Zucker dit qu'il y avait ce choix de la dictée chez Benjamin, la dictée de ses émissions, c'est peut-être dans un objectif également de se concentrer sur la valeur des mots et sur la pertinence de ce choix du vocabulaire. Benjamin, on le sait, était très attaché à sa langue maternelle, mais également à la langue française. C'est aussi pour cette raison qu'Adrienne Monnier rapporte ses propos. Mais il y avait on pourrait appeler une sorte de tissage, en fait, chez lui, qui est assez touchant, ce tissage-là, ce tissage des mots. Et la radio, finalement, ça serait quelque part un art du tissage. Ouais. On était parti d'un travail alimentaire, on s'en est éloigné un peu. D'ailleurs, vous notez son souci de précision extrême lorsqu'il préparait ses émissions. Et il les dictait peut-être, mais ensuite il annotait et corrigeait jusqu'à la dernière minute les scripts dactylographiés. Oui, c'est ça. En fait,
Il est aujourd'hui possible de consulter ces tapuscrits, ces textes dactylographiés aux archives Benjamin, qui se trouvent à l'Académie des Arts de Berlin. Et l'ensemble de ces textes, effectivement, se trouve sur ce support. Et ce qu'il y a de très très beau, c'est effectivement de s'apercevoir de cette écriture minuscule et pointue de Benjamin sur la plupart des mots de ces textes. Et on imagine assez aisément le fait de voir Benjamin sur un bout de table en train de corriger les textes pour chacune de ses interventions. Et c'est aussi pour cette raison qu'avec le traducteur Philippe Ivernel, on a souhaité faire figurer une image, justement une reproduction d'une feuille de ces tapuscrits qui comporte énormément d'annotations et de corrections portées à la dernière minute. Puisque vous citez Ivernel, je voudrais mentionner un journal qui vient de paraître, c'est l'Hippocampe, c'est son journal. C'est un journal critique bimestriel qui s'intéresse aux arts visuels, à la philo et à la littérature. Et il y a 2 grandes pages sur Benjamin avec un entretien avec vous et Philippe Ivernel. Walter Benjamin à la radio, c'est le titre de cet entretien dans lequel vous détaillez un peu vos motivations et le contenu de ce livre dont on n'a pas encore véritablement parlé. Les textes que vous avez rassemblés, là, ont été écrits pour la plupart entre 1929 et 1932, c'est-à-dire à un moment décisif de la République de Weimar. Oui, c'est ça, parce que c'est difficile de s'exprimer sur un possible pressentiment chez Benjamin d'une catastrophe imminente, en fait. Ce qui est sûr, c'est que Benjamin était lucide sur la manière qu'avaient les directions de radio de censurer implicitement ou explicitement les contenus et du coup les auteurs qui venaient parler au micro. Mais ce qui est certain, c'est que Benjamin s'empare de ces derniers instants de liberté pour véritablement expérimenter les différentes formes radiophoniques possibles. Et les potentialités, comme vous le dites, de ce qu'il nomme le pays des voix. Oui, c'est beau comme expression, le pays des voix. C'est effectivement prendre en considération cette approche que je pense être philosophique de la radio chez lui. Chez Benjamin, il y a une sensibilité pour la voix, pour l'écoute, pour la parole. On sait bien qu'à partir des années 1933, avec ses textes Expérience et pauvreté, et puis le narrateur, sa réflexion sur le déclin de la narration artisanale, la tradition du conteur et le fait que l'art de raconter des histoires est en train de se perdre, on sait que peut-être ces textes, en tout cas on peut l'imaginer, auraient pu être impulsés d'une certaine manière par cette expérience de la radio. 1933, c'est l'année de la nomination d'Hitler au poste de chancelier du Reich. Et c'est là que, pour Benjamin, tout se termine à la radio, où il sera resté finalement 10 ans. Il sera resté de 1927 à 1932, mais surtout 1929 à 1932, en tout cas en réalisant près de 90 émissions. Adressé aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et il y a chez lui, je le disais, un désir de dépoussiérer véritablement la radio et une tentative d'écrire de nouveaux formats et surtout de donner lieu à de nouvelles écritures, en fait. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette conception innovante qu'il a de la radio à travers ses 90 émissions ? Alors déjà, il y a une prise de risque assez considérable chez lui, puisqu'il décide, on le sollicite également, il faut quand même nuancer ce propos, mais on invite en fait Benjamin, la radio de Berlin et la radio de Francfort, développe tout un programme d'émissions pour les enfants et les adolescents où il sera question de faire découvrir les villes de Francfort et de Berlin à leurs jeunes auditeurs. Et Benjamin va rédiger près de 40 émissions qui ont été déjà traduites par Sylvie Muller pour Bourgois, Lumière pour enfants, et que nous n'avons pas retenu en fait pour ce recueil. Parce qu'effectivement, la traduction était excellente et puis surtout, notre propos n'était pas celui de souligner l'importance, ou en tout cas de viser l'exhaustivité, mais plutôt de s'atteler à une dimension bien précise qui est celle de l'écriture théâtrale, de la mise en scène et du jeu des comédiens.
Et c'est pour ça que nous avons choisi ce qui pourrait s'apparenter à une certaine forme de théâtre radiophonique chez Benjamin. C'est ça, en fait, le point central du recueil, me semble-t-il. Donc les textes croisent les questions du théâtre, du jeu de l'acteur et de la mise en scène avec celle de l'écriture et de la réalisation radiophonique. C'est ça. C'est la confrontation d'une forme traditionnelle, celle du théâtre. Il y a une profonde influence chez Benjamin de l'écriture brechtienne aussi. On sait que Brecht a travaillé pour la radio, il a réfléchi à de possibles formes de renouvellement, de modification, ou même d'une révolution possible permise par les ondes. Il déchantera très vite, on le sait, mais Benjamin, lui, croit à cette possibilité. Il y croit fermement. Et il s'inspire du théâtre brechtien on peut donner des exemples très précis, très parlants, je pense, dans, par exemple, Le Cœur froid et Charivari autour de Casperle, qui sont 2 pièces radiophoniques pour enfants, qui sont précisément 2 Hörspiel pour enfants. Effectivement, Benjamin s'amuse avec les codes de la radio et a cette volonté délibérée de dévoiler l'appareillage radiophonique. Il explique qu'effectivement, l'enregistrement peut non seulement venir capturer la voix, mais aussi venir l'instrumentaliser, la dévoyer finalement, d'une certaine manière. Et ça, c'est assez précieux pour l'époque. C'est assez particulier. C'est un des premiers à avoir pointé le risque que posaient les techniques de reproduction modernes d'être dévoyées. Et on verra ce qu'en feront les nazis avec l'instrumentalisation et la propagation de la voix radiophonique de cette manière-là, oui. L'un des textes relève de la science-fiction et on est 5 ans avant la guerre des mondes d'Orson Welles. C'est ça, il s'agit de Lichtenberg, qui est effectivement un texte qu'on pourrait rapprocher de la science-fiction. C'est un texte qui date des années 1932-1933. Benjamin avait eu à cette époque-là une commande, la rédaction d'une bibliographie sur ce physicien, ce philosophe, aujourd'hui en partie oublié, Lichtenberg, et il lui est venu l'idée d'écrire une pièce, effectivement, où il serait question à la fois des êtres humains, effectivement, et puis des êtres lunaires, des extraterrestres, strictement au sens strict du terme, et de quelle manière nous, humains, il imagine la manière dont les êtres lunaires observeraient ou auraient observé, depuis bien longtemps déjà, les moindres faits et gestes, en fait, des terriens, et auraient même inventé des machines pour les écouter et les voir à distance. Et donc, il y a tout un vocabulaire assez fameux en matière d'invention technique, comme le spectrophone ou le parlomanium, qui vont être des outils inventés de toutes pièces par Benjamin pour justement permettre à ces êtres lunaires d'observer et de critiquer aussi de leur côté, avant, je ne sais pas, peut-être une possible invasion. Il n'en est pas question dans le texte, mais en tout cas, c'est très intriguant parce que en 1938, ce sera la mise en onde, on le sait bien, de la guerre des mondes par Orson Welles, du texte de Welles, un autre Welles, qui va alors prétendument semer la panique. Là, il y a les travaux de Pierre Lagrange qui sont venus il y a quelques années de ça nuancer cette panique-là. Il n'y aurait qu'une certaine polémique. Peut-être que le terme de panique aurait été un peu extrapolé, mais effectivement, un tohu-bohu. En tout cas, un sacré charivari, pour reprendre le terme si cher à Benjamin. Mais effectivement, il y a déjà un intérêt pour l'imaginaire et puis pour cette fascination que peut provoquer l'écoute radiophonique chez ses auditeurs, en tout cas. Et ça, Benjamin, me semble-t-il, en était parfaitement conscient. Mais pour vous, Philippe Baudouin, l'émission de Benjamin la plus surprenante, c'est sans doute le modèle radiophonique, puisque c'est comme ça qu'il les appelait, intitulé « Une augmentation de salaire, où avez-vous donc la tête ?» Oui, et on peut se poser la même question lorsqu'on lit ce titre-là, sous la plume de Benjamin. C'est un travail en fait qui a été mené pour les radios de Francfort et de Berlin en 1931, oui. Peut-être un mot sur les modèles radiophoniques. C'est une forme donc c'est une spécifique. Forme. C'est une forme expérimentale. Et il y a une volonté chez Benjamin de s'adresser à la quotidienneté, s'adresser aux auditeurs sur leur quotidienneté et de résoudre des conflits de la vie quotidienne. Donc il part de faits empruntés à la vie quotidienne. Voilà, en essayant de mettre en onde et de mettre en scène de petits fragments de la vie quotidienne. Et en l'occurrence, il est question dans ce texte-là, augmentation de salaire, de 2 manières
assez opposés. On s'en aperçoit à la lecture de ce texte, de deux attitudes, de deux comportements, d'un certain monsieur l'hésitant et d'un autre, un monsieur le vif, qui tente de demander une augmentation de salaire à leur patron. Et effectivement, on a chez Benjamin le souhait de répondre à des questions extrêmement concrètes, extrêmement pratiques. Ce sera le cas avec d'autres projets dont on n'a malheureusement plus les textes aujourd'hui. C'est le seul texte qui qui appartient à ce genre radiophonique-là. Et on y découvre un Benjamin très à l'écoute, effectivement, des problèmes du quotidien de ses auditeurs. Et il explique de quelle manière, effectivement, on peut se comporter à l'égard de son patron. Ça, c'est pour l'apparence. Et ce que peut-être on peut se poser comme question, c'est finalement cette caricature, cette présentation relativement schématique, ne serait pas en quelque sorte une dénonciation sur un ton provocateur, caricatural, de la profonde absurdité et vacuité du système capitaliste. C'est ça qui est intéressant dans ce texte, me semble-t-il. Donc l'attention à la base de ces modèles qu'il théorise d'ailleurs dans un texte que vous donnez sur les modèles radiophoniques est d'ordre didactique. C'est ça, effectivement. Il y a un profond didactisme chez Benjamin et chez Zucker. Je rappelle que c'est un travail qui a été conjointement rédigé par les deux hommes. Et effectivement, il est question de réunir, c'est aussi un pari politique que fait Benjamin. Il y a une tentative chez lui de réconcilier l'homme de radio et ses auditeurs. Donc il y a déjà, quelque part, les présages d'une possibilité d'interaction à cette époque-là. Effectivement, de par l'adresse que Benjamin va formuler, effectivement, il va s'adresser à la quotidienneté de ses auditeurs, mais aussi il va faire appel au courrier des auditeurs. Et on sait à cette époque-là qu'il a reçu énormément de lettres de protestation, notamment. Et ces petites scènes de la vie quotidienne représentent en fait une sorte de dénonciation de la vacuité de la société bourgeoise. C'est en tout cas notre interprétation avec Philippe Evernel. C'est une possibilité d'écoute que l'on peut faire, ou en tout cas de lecture qu'on peut faire, parce que malheureusement le document, l'archive sonore n'existe pas pour cette émission. Mais oui, ça serait, me semble-t-il, une volonté chez lui de dénoncer cette mascarade. Quelle mascarade, finalement, la négociation à cette époque-là. On connaît les employés de Krakauer. Benjamin l'avait lu. Il était parfaitement conscient de cette étude, on va dire, sociologique et littéraire de Sigrid Krakauer. Effectivement, on peut se demander chez lui s'il n'y a pas une volonté, on va dire, implicite, par la caricature, par le dessin, par la manière de forcer les traits, de vouloir déconstruire, en tout cas, ce processus. Alors, dans le livre, il y a donc ces textes destinés à la radio, et aussi une constellation de fragments sur le médium radiophonique que vous avez choisi dans l'édition allemande. Oui, c'est ça. Alors, on a choisi de regrouper une sorte de théorie fragmentaire de la radio chez Benjamin, à partir de quelques textes qui étaient jusqu'alors dispersés dans les éditions allemandes et puis dans les quelques traductions françaises qui existaient. Et puis certains sont inédits. Effectivement, on y découvre un Benjamin engagé politiquement, philosophiquement, pour défendre une écriture radiophonique et surtout une relation qui compte beaucoup pour lui, qui est celle du speaker et de l'auditeur. Il critique au passage tous les programmes de l'époque. Sans exception. Effectivement. Alors, non, il ne faudrait pas non plus considérer qu'il s'agit d'une volonté chez lui de faire table rase des programmes radiophoniques, mais plutôt d'adapter et de modeler. On parlait de modèle radiophonique tout à l'heure, effectivement, de donner forme à des situations ou à des occasions, en tout cas, de tendre la main d'une certaine manière et faire se rencontrer les speakers et les auditeurs, et notamment les faire venir en studio. Et ça, c'était extrêmement dangereux pour lui. La seule émission où il a invité des auditeurs de radio a été très rapidement censurée par les directions de radio. Et en plus de ça, Benjamin avait eu le malin plaisir d'inviter des enfants, ce qui était totalement interdit à l'époque, de laisser, sous une forme de radio libre, comme ça, s'exprimer les auditeurs de ces émissions. Mais cette reconsidération de la relation speaker, comme il disait, auditeur, pour lui, c'était un préalable, une des conditions nécessaires à la transformation de la radio. Oui, parce que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, effectivement. S'il est question chez lui de transformer la radio en outil de communication véritablement
populaire, non seulement il faut repenser le dispositif, mais il faut repenser le contenu. Il faut repenser le contenu et il faut repenser la mise en onde aussi. Donc c'est tout un travail de reformulation et de renouvellement de la diction radiophonique, de l'adresse, de l'emploi des matériaux et de la possibilité aussi d'utiliser à dessein le montage radiophonique. Certaines ambiances, certaines musiques. On sait qu'il a été accompagné de Ernst Schoen, qui était un élève de Varèse et qui a composé certaines musiques de ses pièces radiophoniques. Donc c'était un subtil mélange, effectivement, de tous ces ingrédients-là, dans un sens bien particulier, qui est celui, non pas de la vulgarisation, mais de la popularisation du médium radiophonique. Parmi tous ces textes, il y en a un qu'on lira particulièrement, c'est celui de 1934, intitulé « À la minute », où il revient sur la première expérience du philosophe en studio. Oui, c'est ça. C'est le texte le plus tardif qu'on a souhaité faire figurer dans cet ensemble, qui est extrait d'un recueil intitulé Rastili raconte. Et Benjamin, lorsqu'il rédige en 1934 à la minute, repense et raconte justement à ses lecteurs sa première expérience en radio. Et il raconte effectivement, il a été comme emprisonné par un silence qui venait envahir comme ça le studio de radio, parce qu'il avait confondu tout simplement l'aiguille sur l'horloge du studio, l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. Et il avait été contraint de meubler l'espace, effectivement. Il avait mal géré, effectivement, sa diction, l'intonation, le débit, et il s'était retrouvé comme emprisonné par le silence, effectivement. Et c'est un texte qui est très touchant, parce que ce sont les premiers pas de Benjamin en studio. C'est le dernier texte également écrit par Benjamin sur ce sujet-là. Et on y redécouvre véritablement Walter Benjamin confronté à la machine radiophonique. Ouais. C'est ça qui est très étonnant. Et à la radio, on apprend, entre autres choses, à respecter le temps. Exactement, à la minute. Philippe Baudouin parlait des écrits radiophoniques de Walter Benjamin, traduits par Philippe Hivernel aux éditions Alia.